Ok, bonjour tout le monde. Donc le cours d'aujourd'hui va être un petit peu particulier. Donc d'une part parce qu'il est effectivement à la bibliothèque du Bourget. Donc merci pour l'accueil encore une fois, avec quelques personnes extérieures que je remercie d'être venues égayer notre assemblée sur un sujet qui ne va pas être hyper gai en fait. Donc c'est la deuxième particularité. Je vais vous parler d'un sujet hyper épineux. Donc ça fait un bout de temps que je prépare ça et j'espère que j'aurai pris les épines par le bon bout. C'est ma première tentative, donc s'il y a des maladresses, vous ne m'en voudrez pas et on pourra en parler à l'issue du cours. Donc je vais vous parler le titre, ça s'appelle « Les marchands de doute », c'est d'après le titre d'un livre dont je vous parlerai après. Mais essentiellement, je vais essayer d'exposer comment est-ce que certaines industries se sont appropriées et ont un peu tordu la notion de doute scientifique pour produire, vendre, distribuer des produits dont on le sait qui conduisent à la mort de personnes. Enfin, de gens. Voilà. Donc voilà, c'est pas gai, je vous ai prévenu. L'idée, c'est pas du tout et c'est là où c'est un peu épineux, je suis pas là pour faire un discours militant ou moralisateur, c'est un discours académique. Donc je vais vous exposer des choses qui ont été étudiées, publiées, etc. en vous donnant des sources. Je vais vous parler de tabac, de tabagisme et de plomb dans l'essence. Et je ne suis pas en train de vous dire en particulier, il ne faut pas fumer. J'aurais envie de vous le dire, mais ce n'est pas le lieu et ce n'est pas ça du tout. Je vais vous parler de l'industrie du tabac et de l'industrie de l'essence. D'accord ? Si pendant le cours, vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je vais m'adapter après, donc j'ai prévu pour que ça dure 1h30, mais je peux tout à fait, ça sera même plus intéressant si vous avez des questions, vous, ou des remarques, que ce que moi je peux vous indiquer, même si j'essaie de faire ça le plus intéressant possible. On est bon ? Ok. Alors, les deux sujets, donc comme je l'ai indiqué, il y en a plein, je vous en donnerai quelques autres tout à la fin que j'aurais pu choisir, auxquels vous avez échappé, mais donc je vais vous parler de l'essence au plomb et du tabac en mettant des dates de début ici et une date de fin là qui correspondent à des événements particuliers qui ne sont pas en général le fin mot de l'histoire. D'ailleurs, ça c'est pas le fin mot du début de l'histoire non plus, mais bon, à chaque fois il y a des événements assez marquants qui peuvent justifier le fait de commencer le récit ici. Et pour le tabac, comme vous le verrez, ça sera ma deuxième partie. On est dans une histoire qui ne finit pas en fait. On n'en voit effectivement pas la fin, donc j'ai pas mis de fin à la frise chronologique que je vous présente ici. Alors, je vais commencer par vous parler de l'essence au plomb. Je vais commencer par vous exposer la source, une des sources importantes que j'ai utilisées pour préparer ça. En termes de livres, c'est la seule. Après, il y a pas mal d'articles, il y aura des références dans la suite, mais ce livre-là, il est récent, hein, il date de l'an dernier. Invention and Innovation, A Brief History of Hype and Failure. Et l'auteur s'intéresse, au fil des chapitres, à des inventions géniales qui ont conduit à des catastrophes, puis des inventions géniales qui ont mené à pas grand-chose et qui n'ont pas rempli leurs attentes, et enfin des inventions géniales qu'on attend toujours. Donc il y a un peu trois volets comme ça. Le premier qui m'intéresse, moi, celui qui m'intéresse, c'est le premier. Donc, et en particulier, il parle dans les inventions, on va dire, qui ont révolutionné le monde, qui ont vraiment apporté quelque chose à un moment donné, mais qui ont fini par être catastrophiques. Il aborde la question du plomb dans l'essence. Il aborde aussi la question des CFC, ce qui pouvait détruire la couche d'ozone. Voilà. Bon. Alors, l'essence au plomb, donc j'ai besoin pour vous situer le début de l'histoire, de vous resituer un peu l'histoire de l'automobile, parce que c'est comme ça que ça démarre. L'automobile au début du XXe siècle, vraiment tout début, ça ressemble à ça. Voilà, vous avez ici aux États-Unis une photo d'une automobile prise en 1901, donc ça ressemble à une carriole, plus à une carriole avec un moteur en dessous qu'à une vraie voiture d'aujourd'hui. Les choses avancent assez vite. Ça, c'est le modèle T de Ford, qui est connu déjà parce qu'il y avait pas mal d'innovations technologiques de l'époque dedans, et surtout parce qu'elle était construite en série. Ford était donc un constructeur d'automobiles qui est le premier à avoir introduit des chaînes de production rationalisées pour construire vraiment beaucoup d'unités d'un même objet. En particulier ici, la voiture. Donc en 1908, voilà à quoi ressemblait l'objet qui va occuper une partie de la conférence d'aujourd'hui, l'automobile. Un problème important qui survient dès qu'on essaye de faire marcher un moteur pour faire avancer une voiture, c'est un problème qui s'appelle le cliquetis.
sais pas si vous avez déjà entendu ça. En anglais, le mot c'est knocking, comme toquer à la porte, frapper. Et c'est un phénomène qui est dû au fait suivant. Dans les moteurs de voitures, ça marche de la façon suivante. Vous avez un mélange air-essence qui est comprimé. Enfin, d'abord, l'essence est vaporisée dans de l'air, puis le mélange est comprimé. Et au bout d'un moment, quand il est bien comprimé, il y a une étincelle qui se fait de quelque part, qui enflamme le mélange, du coup, qui le fait exploser, moteur à explosion, qui du coup repousse le piston et donne l'énergie, donc pour que le piston fasse encore un tour ou deux, revienne à sa position de départ, recomprime un autre fluide, etc. Donc il y a une explosion qui est faite à un moment déterminé dans ce cycle de compression. Le cliquetis, c'est le fait que l'explosion peut se faire trop tôt. Quand on comprime un mélange air-essence, il peut se faire que spontanément, à certains endroits, il y ait une inflammation, une explosion du gaz qui donc se fait pas quand il faut, qui se fait de manière violente et du coup qui peut abîmer le moteur. Parce que il y a des pressions qui sont vraiment extrêmement importantes à un endroit que les constructeurs n'avaient pas entendu. Ça freine aussi l'avancée du piston, parce que le piston devrait être encore en train d'avancer pour comprimer, mais en fait il est finalement repoussé par la petite explosion qui est apparue. Et voilà, et ça se traduit ça au son par un cliquetis. Ça fait vraiment toc, 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 toc. Bah, je dis ça, les voitures maintenant ne font plus ça en général, mais voilà. Donc à l'époque c'était le cas. Et donc limiter ce cliquetis, c'était dès le début de l'industrie automobile un sujet important parce que ça permettait, en limitant le cliquetis, de limiter l'usure des moteurs par ce phénomène. Et il y avait aussi la volonté d'avoir des taux de compression de plus en plus élevés. Plus on comprime le gaz avant de l'allumer, meilleur est le rendement, en fait. Donc on a besoin de moins d'essence pour produire un travail donné, une quantité d'énergie donnée, si vous voulez. Enfin, un travail donné, en l'occurrence. Et donc le cliquetis, c'était un des phénomènes qui limitait cette augmentation du taux de compression. Bon. Donc c'est un problème technologique bien identifié. Il y a un indicateur en fait qui permet de savoir si un carburant ou un moteur est sujet au cliquetis ou pas. Ça s'appelle l'indice d'octane. Alors là, en l'occurrence, c'est pour le carburant. Selon l'essence, selon le produit qu'on met dans le moteur et qu'on soumet à la combustion, ce cliquetis peut apparaître de manière importante ou pas. Et en fait, très tôt, dès le début de l'histoire que je vous raconte là, on s'est aperçu que dans l'octane, c'est la molécule qui est ici, donc c'est un composé organique avec 8 carbones, une chaîne organique avec 8 carbones, et l'isooctane, ça, si on utilise ça comme carburant, il n'y a pas du tout de cliquetis. Donc ça résout le problème. Bon, ça pourrait résoudre le problème. Ça, l'heptane, au contraire, ça en fait vraiment beaucoup. Et donc ce qu'on appelle l'indice d'octane, c'est un nombre qui indique pour un carburant donné, qui n'est pas forcément fait à partir de ça et de ça, mais quelle serait la proportion d'octane qu'il faudrait mettre dans un carburant pour obtenir le même taux de cliquetis. Vous avez tous, pour ceux d'entre vous qui ont déjà mis de l'essence dans une voiture aujourd'hui, vous avez des taux, vous avez du samplon 95, samplon 98. Donc ça c'est l'indice d'octane. Ça indique ça à combien est-ce que le carburant est performant. Pour les moins jeunes d'entre vous, on a connu le super et puis l'ordinaire, où l'ordinaire c'était plutôt 87 et le super ça devait être quelque chose comme 90, 91. Mais voilà, donc il y a eu des moteurs qui marchaient avec une essence de moins bonne qualité, avec un taux d'octane de 87. Donc gardez-le en tête, cet indice d'octane, c'est vraiment ça, c'est un indice de qualité du carburant du point de vue de ce cliquetis, du phénomène de cliquetis. Et là, vous avez une pompe actuelle aux États-Unis, où là, ils proposent vraiment... il y a 5 choix différents d'indices d'octane à des prix eux-mêmes assez différents. Enfin, là, on ne les voit pas parce que c'est en train d'être servi, mais bon. Et alors, une des personnes qui va jouer un rôle dans l'histoire que je raconte là, c'est Charles Kettering, donc, qui est un ingénieur qui très tôt a travaillé dans le domaine de l'industrie automobile. Son premier fait d'armes, on va dire, c'est d'avoir inventé le starter électrique en 1911
Avant ça, vous avez peut-être en tête les gens qui démarraient les voitures avec une manivelle au risque de se casser le bras si la manivelle se mettait à tourner d'un coup et qu'on avait encore la main là. Bon. Donc lui, il a inventé le starter électrique et il est devenu, les années suivantes, directeur du Dayton Research Laboratory, qui était la section recherche de General Motors, donc une grande société de production d'industrie automobile de l'époque. Et il était directeur de cette section recherche de 1920 à 1947. Et son grand challenge, c'était d'éloigner la perspective d'un manque de carburant. À l'époque, on pensait aux États-Unis que les réserves connues et exploitables de pétrole permettraient de durer 15 ans. Et le but de Kettering et de ses équipes, c'était de se dire, si on fait un moteur qui est 2 fois plus performant, qui consomme 2 fois moins d'essence, on n'en a pas pour 15 ans, mais pour 30 ans. Donc ça éloigne cette perspective de pénurie de pétrole. C'était vraiment ça son intérêt, un intérêt économique, un intérêt d'utilisation du carburant. Donc diminuer le cliquetis était pour lui vraiment un enjeu extrêmement important du point de vue économique, industriel. Il va pour ça s'adjoindre, on va dire, Thomas Midgley, qui est aussi un ingénieur, donc, qui est une décennie plus jeune que Kettering. Et la personne qui, en fait, va contribuer à introduire le plomb dans l'essence, c'est essentiellement lui. Je vous en parlerai tout de suite après. Mais ça, ce sont vraiment les 2 personnages qui vont jouer un rôle important dans les quelques minutes qui viennent de mon histoire. Alors, dans les années 1920, plusieurs pistes sont envisagées, voire mises en œuvre pour réduire le cliquetis. D'abord, changer le carburant. Remplacer l'essence au sens où on l'entend maintenant par du pur éthanol. L'éthanol, ça peut être quelque chose qu'on obtient de manière organique, en faisant fermenter du maïs ou du sucre. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Le benzène, qui est lui un peu plus problématique du point de vue de la santé publique, mais c'était à cette époque-là pas tellement le problème. Donc, ou bien utiliser d'autres carburants carrément, ou bien ajouter à l'essence ordinaire, celle qu'on obtient plus facilement à partir des produits pétroliers, par exemple de l'iode, de l'aniline, ou ce qu'on appelle le tétraéthyle de plomb. Je vous en montrerai une molécule tout à l'heure, mais c'est essentiellement un atome de plomb avec autour des branches carbonées. Et je vous rappelle que ce sont des industriels qui cherchent à résoudre un problème bien précis, donc ils ont un cahier des charges. Ces additifs, si c'est ça qu'on utilise, doivent être solubles dans l'essence, bien évidemment, puisqu'il faut les ajouter. Ne pas laisser de dépôt après combustion, sinon ça encrasse les moteurs. Ne pas abîmer les moteurs non plus, il ne faut pas que ça soit corrosif, par exemple. Et ils doivent être disponibles en quantité suffisante et à un coût raisonnable. Parce que l'idée, c'est après d'en mettre dans tous les litres ou les gallons d'essence qui vont être vendus. Petite parenthèse avant que je passe au plomb, j'ai parlé de l'éthanol ici. C'est effectivement une solution qui a été utilisée dans plusieurs pays comme carburant, en particulier avant la Seconde Guerre mondiale, parce que justement, il n'y a pas de cliquetis. Ça a été envisagé par les 2 protagonistes dont je viens de vous parler, Midgley et Kettering, de manière très très sérieuse. Ils ont même à un moment donné pensé que l'avenir c'était ça. L'avenir de la voiture c'était de marcher à l'éthanol. Pour les raisons qu'on va voir maintenant, ils ont trouvé le plomb qui était moins cher, donc qui a été finalement utilisé. Aujourd'hui, on en revient un petit peu, ce qu'on appelle le sans-plomb 95E10. Vous avez 10% d'éthanol dedans, l'agent anti-cliquetis qui figure aujourd'hui dans cette essence qu'on achète, c'est effectivement de l'éthanol. Oui. Et pourquoi ça n'a pas été plus mis en avant? C'est quoi les freins? Donc un des freins, c'était qu'au vu de l'augmentation de la consommation d'essence pour les avions, les voitures, les transports en général et l'industrie, il aurait fallu convertir une partie non négligeable, quelque chose comme 30%, 40%, de la production agricole du pays vers des produits qu'on allait ensuite transformer en éthanol. Donc du point de vue agricole, ça aurait demandé une mutation qui était vraiment, vraiment monstrueuse, coûteuse, et voilà. Donc c'était sur la table la question, mais comme on le verra, il y a la solution du plomb qui est arrivée, qui elle était quasiment gratuite, quoi. Coûtait rien. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, il y a des tendances à faire ça avec le biocarburant. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive aujourd'hui à recycler, on va dire, des corps organiques qui seraient perdus par ailleurs, à les faire fermenter, etc. Mais vous avez encore aujourd'hui de nombreuses cultures qui sont dédiées à la production de masse bio qui servent ensuite à faire de l'éthanol pour l'essence. Ouais. Merci pour ta question.
Alors, j'en arrive à ce tétraéthyle de plomb, là. Donc, effectivement, c'est une solution assez miraculeuse du point de vue de l'industrie. Elle est 50 fois plus efficace que toutes les autres solutions testées. Alors, ils n'ont pas trouvé ça tout de suite. J'ai mis ici, il a fallu faire de la recherche et développement pour l'identifier comme solution, puis la produire à l'échelle industrielle. Mais ça s'est imposé, du point de vue technique en tout cas, comme la solution idéale. Il suffit vraiment de quelques milligrammes dans 1 litre d'essence pour que ça marche, quoi. Donc, voilà. Et le plomb, c'est pas un composé qui est cher, donc voilà. Et c'était sous cette forme-là de tétraéthyle de plomb, voilà, qui est un liquide, mais peu importe. Le problème, bien évidemment, je ne sais pas si vous le savez, mais le plomb, c'est un poison. On le sait depuis longtemps, depuis l'Antiquité. Donc la question à partir de ce moment-là va se poser de est-ce qu'on peut effectivement proposer un corps qui est poison sous cette forme-là dans un mélange qu'on va allumer et dont les produits de combustion vont être répandus partout. La réponse n'est pas évidente. Le plomb, c'est un poison si vous avez le métal ou si vous avez certains composés. Ça, c'est pas du tout évident que ça le soit sous cette forme-là. Si vous pouvez on pourrait penser qu'on puisse mettre ses mains dans le tétraéthyle de plomb et ne pas effectivement être malade. C'est d'ailleurs ce qu'a fait à un moment donné le Midley que je vous ai montré tout à l'heure pour prouver que c'était pas dangereux. Il s'est lavé les mains avec, en fait. Alors, cet empoisonnement au plomb, c'est connu depuis l'Antiquité et dès le début, le risque sanitaire de le mettre dans l'essence va être minimisé par Kettering et par ses collègues, notamment sur le fait qu'effectivement, le mettre dans un liquide, dans le tétraéthyle de plomb, a priori, le fait qu'il y ait les chaînes carbonées autour, ça protège un petit peu, on va dire, ça isole l'atome de plomb et il est moins nocif que si on manipule le métal lui-même. Ce qui n'est pas totalement faux, on ne peut pas dire que ça soit complètement, mais en tout cas, il n'y avait pas d'études. Il n'y avait pas d'études qui ont été faites, c'était plus un acte de foi que non, mais ne vous inquiétez pas, il ne va rien se passer de grave, quoi. Sauf que, 1924, dans une usine de tétraéthyle de plomb, sur 49 employés, gros accident, déversement sauvage de cette substance, 35 victimes d'un empoisonnement violent au plomb, dont 5 morts. Donc là, ça mobilise quand même l'opinion publique et les pouvoirs publics. Finalement, ce truc n'est pas si anodin que ça, on est en train de mettre dans nos voitures quelque chose qui tue des gens, quoi. C'est à ce moment-là où Midley dit non, c'est pas grave, regardez, je me lave les mains avec. Donc il y a vraiment une action publicitaire qui est faite de la part de General Motors ici, qui n'a aucune valeur scientifique. C'est pas parce qu'il se lave les mains et qu'il ne meurt pas dans l'instant qu'il ne va pas avoir une maladie après. Mais lui, il est prêt à prendre ce risque-là et il l'a pris. Et d'un point de vue juridique, étant donné que l'empoisonnement au plomb c'était connu depuis longtemps, il n'y avait pas des restrictions On va y venir. qui interviennent. Tu reposes ta question dans 10 minutes, si elle est encore d'actualité. Effectivement, non, mais tu as tout à fait raison. Ça semble aujourd'hui... Parce que là, du coup, en 1924, c'était acté, ils avaient déjà décidé de mettre du plomb. Ah oui, c'était dans les voitures, on pouvait acheter et c'était même publicisé, je vous montrerai tout à l'heure une pub, c'était fait, c'était acté. Alors juste, j'ai mis ici un petit bémol sur le fait qu'il s'est enduit les mains de plomb, c'était en 1924. L'année d'avant, quand même, il s'était arrêté pour empoisonnement au plomb, ce gars. Donc c'était pas non plus de la bonne foi totale de faire ça. Il s'est clairement mis en danger pour le bien de son produit et de son entreprise, quoi. Ce que les gens sont prêts à faire des fois. Non, j'ai dit que je ne jugeais pas, pardon. La réponse apportée à cet accident, c'est, j'ai dit tout à l'heure, les pouvoirs publics s'emparent quand même du sujet. Oui, la réponse, c'est qu'il y a une conférence nationale par les pouvoirs publics qui est mise en place sur le volet sanitaire de l'utilisation de l'essence au plomb. Vous avez ici la couverture du document, vous le trouvez, ce document sans problème sur Internet. Ça doit faire plus d'une centaine de pages, avec tout un tas d'interventions de savants, de scientifiques, d'industriels, de politiques sur cette question. Et les questions fondamentales qui se posent à ce moment-là, comment est-ce que les scientifiques peuvent évaluer l'importance relative des effets aigus et chroniques des substances toxiques? Ça, c'est une question qui n'a pas tellement de réponse à l'époque. Qu'est-ce qui devrait constituer une preuve suffisante de sécurité ou de danger? À partir de quel moment on dit ce corps est suffisamment poison pour qu'on ne le mette pas, qu'on ne le commercialise pas? Quelles agences commerciales, professionnelles ou gouvernementales devraient être responsables de l'évaluation des substances potentiellement dangereuses? Est-ce qu'on confie ça aux industriels eux-mêmes ou à une agence indépendante? Parce qu'aujourd'hui, la réponse elle est assez claire que ça serait par une agence indépendante, mais ce n'était pas forcément le cas à l'époque. Comment étudier des substances potentiellement toxiques tout en protégeant le droit à la santé des sujets humains? Ça paraît un petit peu obscur, j'y reviendrai tout à l'heure. Si on veut faire des expériences, si on veut faire des expériences scientifiquement irréprochables, il faut exposer des gens. C'est ça le truc, j'en parlerai tout à l'heure, on n'a pas trop le choix.
Enfin, on a le choix de pas les faire, du coup, l'expérience. Mais... Et voilà. Et la question aussi centrale, est-ce que c'est l'industrie qui doit prouver qu'une nouvelle substance est sans danger, ou bien est-ce que c'est les experts en santé publique qui doivent montrer qu'elle est dangereuse? Qui a la charge de la preuve? Toutes ces questions-là entourent l'événement que je viens de parler ici et la conférence là que j'ai évoquée. Et je voudrais vous signaler deux articles que j'ai trouvé vraiment intéressants dans la préparation de ce cours. Donc, un article qui s'intéresse à cette controverse sur la santé publique là, des années 20, avec les éléments que je viens de donner, puis d'autres qui viennent après. Il parle notamment de l'introduction de l'expérimentation animale. Alors, je vais sauter un transparent parce que sinon je vais passer un peu trop de temps. Mais voilà, dans ce rapport, ce qui est écrit sur l'expérimentation animale. Bien qu'on réalise complètement que les résultats de l'expérimentation animale ne peuvent pas être directement traduits à l'homme, on pense qu'on peut gagner effectivement du savoir et que ces expériences animales peuvent être d'une certaine valeur pour juger de la validité d'une hypothèse scientifique. C'est quelque chose d'un petit peu nouveau, pas vraiment nouveau, mais c'est naissant. Le fait d'exposer des animaux pour répondre à une question épidémiologique, c'était pas forcément fait beaucoup dans le domaine médical avant, et là ça va vraiment prendre une ampleur importante. Et je le fais parfois, je sais que des fois c'est un peu saoulant, mais je ne vais pas le faire trop là, juste on va lire ensemble ce bout-là. Ça c'est extrait de l'article dont je vous ai parlé ici, et ce que j'ai mis en bleu, c'est vraiment des citations. C'est des personnes qui ont écrit ça ou qui ont dit ça. Voilà. C'est Frank Howard, représentant de l'Ethyl Gasoline Corporation, qui a fourni la justification la plus complète pour l'utilisation continue du tétraéthyle de plomb dans l'essence. Il a noté qu'il n'était pas possible de dissocier les questions de santé publique des problèmes économiques et politiques plus larges. Vous n'avez qu'un seul problème, remarqua-t-il de manière rhétorique, est-ce un danger pour la santé publique? Il répond que malheureusement, notre problème n'est pas aussi simple. Il affirme plutôt que les automobiles et le pétrole sont essentiels au progrès industriel de la nation, sinon du monde. Notre développement continu des carburants pour moteurs est essentiel à notre civilisation, proclame-t-il, en notant qu'au moins une décennie de recherche avait été consacrée à l'identification du tétraéthyle de plomb. Il qualifia sa découverte de don apparent de Dieu. On est aux États-Unis. Bon. En posant la question de cette manière, Howard mit l'opposition sur la défensive, les faisant apparaître comme des réactionnaires dont la vision limitée de l'avenir du pays pourrait retarder de manière permanente le progrès et nuire aux générations futures. Quel est notre devoir dans ces circonstances? Devons-nous dire non, nous n'utiliserons pas un moyen certain d'économiser le pétrole, tout ça parce que certains animaux meurent et d'autres ne meurent pas dans certaines expériences? Devrons-nous abandonner complètement ce produit? C'est fort quand même, hein. C'est une prise de position, même qu'on pourrait penser choquante, enfin que je trouve un petit peu choquante, mais voilà. En gros, on n'a pas le choix, oui. Il y a des expériences animales qui disent que quand on expose des souris au tétraéthyle de plomb, il y en a qui meurent plus que si on ne les expose pas. Bon, ok, c'est peut-être le cas pour les humains, bon, ok. Mais derrière, on a un pays à faire tourner, nous. Voilà. Le message fourni à l'époque, et qui est un message qui est entendu. Et dans le proceeding lui-même, voilà aussi ce qui est indiqué très tôt dans le proceeding. Dans cette salle, je constate que nous avons deux conceptions diamétralement opposées. Les hommes engagés dans l'industrie, les chimistes et les ingénieurs, considèrent comme normal qu'un petit détail comme l'empoisonnement industriel ne doit pas empêcher un grand progrès industriel. D'autre part, les experts sanitaires estiment que la première priorité doit être la santé des populations. Or, le plomb, comme de nombreux experts sanitaires ici présents peuvent vous l'expliquer bien mieux que moi, le plomb est le poison industriel le plus courant, ou du moins l'était jusqu'à l'avènement de l'automobile. Récemment, le monoxyde de carbone l'a supplanté, mais il semble probable, d'après les preuves que nous avons entendues ce matin, que le plomb reprendra bientôt la première place et que, si l'essence plombée est utilisée, le plomb deviendra non seulement le principal problème, mais de loin le plus grand problème industriel. Donc la question est posée. Essentiellement, dans cette conférence et parmi les discussions scientifiques du moment, il y a deux positions. Les pro-plomb qui disent que c'est essentiel pour le progrès industriel des USA, c'est ce que je viens de dire, que oui, toute innovation comporte des risques, donc il y a peut-être des gens qui vont mourir, mais ça fait partie du jeu, et que là, les ouvriers qui sont morts dans le fameux accident que j'ai parlé tout à l'heure, c'est parce qu'il y a du tétraéthyle de plomb qui a été répandu partout, et normalement, ça ne se fait pas, quoi. Vous n'avez qu'à faire attention. En gros, les ouvriers, faites attention, quoi. Vous manipulez des trucs dangereux, ne vous mettez pas en danger. Voilà l'argument en tout cas qui est donné ici. Bon. Et évidemment, les anti-plombs disent bah oui, mais bon, il y a des gens qui meurent, quoi. C'est un poison. Les deux sont dans la balance.
Et de façon assez étonnante, ça va le rester longtemps. Ce qui se passe à l'issue de cette conférence, les conclusions, c'est que la production et la distribution de l'essence au plomb sont interdites, interrompues, jusqu'à ce que des études complémentaires soient faites. Donc il y a déjà ça. On arrête, on fait des études et on regarde si effectivement c'est dangereux. Il y a effectivement des études épidémiologiques qui vont être faites, donc une assez importante qui porte sur 252 ouvriers, voilà, qui sont ceux qui sont du type qui sont marqués ici, et l'étude dure 7 mois. Autant dire assez peu de temps, sachant que l'empoisonnement au plomb, c'est quelque chose qui peut être sur vraiment plusieurs années, voire des décennies, si c'est avec des petites doses. En tout cas, à l'issue de cette étude, en 1926, voilà ce que concluent les experts, en tout cas les gens chargés de décider de ce qu'on fait politiquement. Il n'y a pas de bonne raison d'interdire l'usage d'essence au plomb, ça veut dire ça, hein, éthylgazoline, j'y reviendrai tout à l'heure. Il n'y a pas de raison de l'interdire l'essence au plomb dans la composition qui est celle de l'essence dans les moteurs, si on distribue et on l'utilise de manière proprement régulée. Voilà. Le comité indique quand même que cette investigation ne doit pas s'arrêter là. Il faut quand même aller plus loin. Mais en tout cas, en attendant, on remet en marche la machine, on remet le plomb en circulation. Et ça va durer longtemps. Et évidemment, les gens qui produisent l'essence vont s'emparer de ça, ont le droit de mettre du plomb dans l'essence, donc vont effectivement le faire, avec une subtilité de com' qui va jouer un rôle aussi important, c'est qu'il n'y a nulle part, vous verrez nulle part dans la communication à l'époque et dans les décennies qui suivent, le mot plomb. L'essence au plomb, elle s'appelle éthylgazoline. Et ça, c'est vraiment une volonté de General Motors d'appeler ce produit de cette manière-là. Ils ont insisté que dans le rapport dont j'ai parlé tout à l'heure, ça soit aussi appelé éthylgazoline, que le mot plomb ne figure pas, que le public ne se pose pas de questions. Parce que le public sait bien que plomb, c'est un peu bizarre. Hein. Oui, j'ai une question. L'empoisonnement au plomb, oui. En fait, il se fait comment encore, c'est en inhalant Tout, le contact, inhalation, respiration. Parce que donc là, quand il y a eu explosion du moteur, oui. Il y a échappement des gaz, oui. Et du coup les molécules de plomb, oui. Non, mais tout à fait. Donc il y avait deux sources d'inquiétude. Celle de manipuler l'essence avec le plomb, le liquide, au contact de la peau. Donc celui-là, effectivement, il n'était pas si important que ça. Et l'industrie s'est probablement plus polarisée sur ça. Et il y a le fait que, du fait de la combustion, on a du plomb partout. On en respire, il s'en dépose. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Hein. Vous avez des sols qui sont complètement contaminés par le plomb et qui peuvent se retrouver dans ce qu'on mange, ce qu'on boit, etc. Et c'est celle-là, en fait, qui est le plus aujourd'hui problématique. Voilà. Et ce qui va se passer... Alors, vous voyez, mon slide d'avant, c'était 1927. Je passe à 1960. Il ne se passe rien, ou pas grand-chose. Hein. Des études, etc. Mais au point de vue des régulations, rien. Donc, pendant plus de 30 ans, des études sont faites. Donc, qui montre qu'effectivement l'exposition au plomb peut conduire à des effets néfastes sur la santé chez les enfants, développement neurologique, diminution du quotient intellectuel, troubles cognitifs et comportementaux. C'est ça dont on parle. C'est essentiellement, c'est plutôt les enfants. À partir des années 60, il y a aussi une montée des préoccupations environnementales, des réglementations gouvernementales qui deviennent un petit peu plus fortes. Aux États-Unis, notamment, une agence de protection de l'environnement qui est créée. Le public et les médias qui font aussi pression pour qu'on commence à en savoir plus sur les effets néfastes du plomb. Donc il y a quelque chose qui commence à se cristalliser à cette époque-là, mais c'est vraiment qu'à partir des années 60. Et alors en France, alors là vous allez être déçus, mais c'est parce que j'ai deux histoires à vous raconter et que je veux plutôt insister sur la deuxième et qu'on va retrouver dans la deuxième des éléments de ça. Donc je vais juste vous donner la fin de cette histoire en fait. J'en viens directement quasiment à aujourd'hui. Pendant les quelques décennies qui ont suivi 1960, il est devenu absolument clair que le plomb était un poison et posait un problème environnemental et de santé. Donc son usage a été limité, puis fortement réglementé, puis interdit. Et en France, l'essence au plomb est interdite depuis le 1er janvier 2000. Une des raisons pour lesquelles ça a pu être fait, c'est qu'il y avait des alternatives. Il y en a depuis le début en fait, l'éthanol. En fait, depuis le début, on sait qu'on peut remplacer le plomb par de l'éthanol. Le choix n'a pas été fait pour des raisons économiques, mais on le savait. Et donc, le choix qui a été fait au cours des décennies suivant 1960, là, c'était de réintroduire ces solutions qu'on connaissait de manière industrielle. Voilà. Donc, c'était un peu moins difficile, on va dire, que pour d'autres. Il y a d'autres situations dans lesquelles on a quelque chose de toxique qu'on utilise, on sait que c'est toxique, on n'a pas d'alternative.
Je dis pas que c'est pour ça que c'est bien utilisé, mais là, il y a pas d'excuse en fait. Et il reste en tout cas la question, c'est bien qu'effectivement on n'utilise plus l'essence au plomb aujourd'hui, mais il y a quand même la question qui reste, dont on parle assez peu, hein, c'est que pendant tout le XXe siècle, on a relâché du plomb dans l'environnement avec l'essence au plomb. Et ça, on en trouve dans les sols, on en trouve effectivement sur des surfaces, on en trouve un peu partout. Et c'est une vraie question de santé publique, hein. Il y a des endroits où on s'aperçoit que sur des terrains particulièrement exposés, à proximité de terrains particulièrement exposés, on a des enfants qui sont particulièrement, qui ont un taux de troubles neurologiques plus important qu'ailleurs. Je vous avais dit que ça ne serait pas très gai. Ça ne fait que commencer. Voilà, alors ça c'était pour vous montrer un cas, on va dire, voilà, avec vraiment une question industrielle précise, une réponse satisfaisante d'un point de vue mais pas de l'autre, des questions qui se sont posées, le rôle de l'industrie et l'importance de l'industrie dans la capacité de l'industrie, on va dire, à arrêter les questions et à commercialiser et produire les produits quand même, puis ensuite les pouvoirs publics qui prennent la main pour arriver à une situation aujourd'hui qui est plus satisfaisante. On va dire que l'histoire se finit plutôt pas mal, elle aurait pu ne pas commencer du tout en fait, hein. Mais bon, voilà. Là, maintenant, je vais passer à un autre sujet qui, lui, est différent dans la nature, mais pas forcément dans les moyens mis en œuvre, le tabac. Donc, le fait que le tabac tue et que le tabac continue à être vendu. Et voilà. Là encore, alors, le plomb, ça vous concerne peut-être moins. Le tabac, il y en a peut-être parmi vous qui fument. Hein. Et encore une fois, je ne suis pas du tout en train de faire un jugement de quoi que ce soit. Je vous raconte l'histoire et ce qui s'est passé. Voilà. Donc le tabac, c'est une plante qu'on peut donc fumer, qui était en Europe importée depuis les Amériques. Elle était utilisée depuis des siècles en Amérique. Donc assez rapidement, on a découvert ses effets, on va dire, apaisants, ses effets récréatifs quand les feuilles sont fumées. Je le dis tout de suite, pendant toute la période qui va de ce qu'on peut savoir des Amérindiens avant la découverte des Amériques par les Européens, puis en Europe ou aux États-Unis jusqu'au début du XXe siècle, on n'a pas de signe que le tabac était un problème sanitaire. Il n'y avait pas de maladie associée, qu'on associait naturellement au tabac. On n'avait pas l'impression que les fumeurs, et même les fumeurs, n'étaient généralement pas malades parce qu'ils fumaient. Il s'est passé quelque chose au début du XXe siècle qui fait que tout d'un coup, c'est devenu un problème. C'est ça que je veux vous raconter. Début du XXe siècle, il se passe plusieurs choses, mais quasiment de manière simultanée, hein, qui vont avec l'industrialisation, hein, notamment. Mais la première chose, c'est une technique nouvelle, l'invention du séchage à air chaud. Ça semble technique, mais une technique de séchage du tabac. Alors quand on fait du tabac, en fait, on récolte les feuilles, on les fait sécher d'une certaine manière, on les fait légèrement fermenter aussi éventuellement, et ensuite les feuilles, une fois qu'elles ont été préparées comme ça, on les roule et on les met dans une feuille de papier. Ça, c'est les cigarettes. Une technique a été découverte de manière accidentelle de séchage à une température plus élevée que ce qu'on faisait avant, qui rend les feuilles plus sucrées, plus douces, et qui ont fait qu'à partir de ce moment-là, on pouvait respirer la fumée. Si vous prenez du tabac, tout bête, vous faites pousser du tabac chez vous, vous roulez les feuilles, vous essayez de le fumer, vous allez juste cracher vos poumons et tousser. Si vous essayez d'avaler la fumée, de la respirer. Parce que simplement, c'est trop acide et le corps, il ne peut pas. À partir du début du XXe siècle, des techniques nouvelles font que, effectivement, le tabac, il y a des variétés plus douces de tabac et qui sont respirables. Ça, premier impact du coup sur la manière d'utiliser le tabac et sur l'impact sur la santé. Quand ça restait dans la bouche, on va dire que c'est principalement la gorge, la bouche et les lèvres qui sont éventuellement affectées par le tabac. À partir de ce moment-là, ça devient les poumons. L'invention des allumettes, ça semble bête, mais le fait qu'on puisse allumer sa clope un peu n'importe où, n'importe quand, ben oui, voilà, on a à sa disposition un moyen de fumer quand on veut. Les allumettes et les briquets. Mécanisation de la fabrication des cigarettes. Vous avez ici la machine de Bonsac qui a fait passer d'un coup le stade artisanal de production qui était de quelques dizaines de cigarettes par minute à quelque chose comme 200 cigarettes par minute. Donc qui permettent vraiment d'en produire beaucoup de manière rapide, ce qui indique du coup que les gens peuvent en fumer beaucoup de manière rapide, on peut leur en fournir aussi rapidement qu'ils peuvent les fumer. Les cigarettes sont fournies dans les rations des soldats dans la Première Guerre mondiale, pour, en même temps que de la nourriture et un petit peu de pinard, il me semble,
enfin de boisson, on va dire. Il y avait aussi des cigarettes, et ça fait qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, on va avoir des gens qui vont être habitués à ça, voire addicts, et qui vont chercher à acheter des cigarettes, du coup, parce qu'ils ont l'habitude d'en fumer. Bon. Il y a l'apparition de techniques commerciales de masse, ça je vais en parler longuement, et il y a enfin des manipulations chimiques du produit. Le fait que, en fait, une cigarette, c'est pas du tabac, au XXe siècle. Une cigarette, c'est pas du tabac. Une cigarette, c'est du tabac qu'on a transformé, auquel on a ajouté des additifs pour que ça soit plus doux, plus facilement respirable. On a mis des additifs pour que ça ne sèche pas. On met des additifs pour que les grains, les petits brins collent entre eux. Et quand vous sortez votre cigarette, vous n'avez pas tout qui sort du papier comme ça. Donc des agents un peu collants. Vous avez le papier lui-même. Il faut que le papier soit friable, mais pas trop non plus pour ne pas être réduit en poussière. Bref, il y a beaucoup de chimie dans une cigarette. Et donc ça fait que la question, c'est pas simplement fumer du tabac, c'est vraiment fumer un produit extrêmement transformé. Et c'est à cette époque-là, pour ces différentes raisons, que la cigarette n'est plus simplement un produit récréatif un peu anecdotique, mais ça devient un produit de consommation de masse. Et alors je mets quelques éléments ici sur lesquels je vais revenir pour vous donner un peu l'amplitude de ce que je vais raconter là. Mon histoire va commencer en 1917, vous allez voir pourquoi. Et il va y avoir quelques éléments ici dont je vais parler. Alors je dispose que d'une heure là, donc ça va. Je vais être très frustré moi en tout cas de ne pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais je vais aborder chacun des points qui sont là, avec des médecins qui donnent des avis parfois, de comités, l'industrie qui répond, etc. Ça va vraiment être un jeu de ping-pong entre des scientifiques et des industriels pour indiquer que l'autre a tort et l'autre est ou bien trop prudent ou bien pas assez. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi 1917 comme point de départ de mon histoire ? Parce qu'il va se passer à cette époque-là l'introduction d'une marque de cigarettes qui va vraiment contribuer à l'explosion du marché, qui sont les cigarettes Camel. C'est la R.J. Reynolds Tobacco Company qui fait ça, une compagnie qui avait été fondée en 1875 par Richard Joshua Reynolds, bon, bref, peu importe. Et cette société a, au fil du XXe siècle, introduit tout un tas de marques de cigarettes, mais notamment celle-ci. Et la première dont je vais parler, c'est celle-là, Camel. Donc vous avez ici une boîte vendue aux enchères de 1917 d'origine qui n'a jamais été ouverte, donc peu importe, mais voilà, ça ressemblait à ça. Et donc en 1917 est introduite cette marque qui est appelée American Brand et dont le but était explicitement de proposer sur le marché une cigarette douce, beaucoup plus douce que les autres, qu'on pouvait fumer de manière plus régulière, plus fréquente aussi, et qu'on pouvait respirer. Donc plus douce, c'était vraiment moins agressive, ça faisait moins mal à la gorge, etc. Donc l'idée c'était que c'était mieux, mais c'était aussi du coup qu'on pouvait la consommer de manière beaucoup plus importante que les autres. Donc ça c'est 1917. Et comme je l'ai dit, le fait que le tabac soit plus doux, ça indiquait qu'on pouvait effectivement respirer la fumée. Cependant, ce n'était pas une pratique très répandue. Pour les cigares en particulier, les cigares, les gens n'avalaient pas la fumée. Beaucoup de gens qui fument le cigare aujourd'hui n'avalent pas la fumée. Les cigarios, c'est pareil. Et pour la cigarette, c'était un peu pareil. Les gens prenaient la fumée dans la bouche et la sortaient. Et l'industrie du tabac a vraiment fait des campagnes d'information / désinformation, je ne sais pas comment l'appeler, mais pour indiquer que attention, vous pouvez l'avaler, la fumée, vous pouvez la respirer. Ça va rendre l'expérience beaucoup plus forte, effectivement. La nicotine est mieux absorbée, elle est absorbée plus rapidement. Et respirer la fumée du strict point de vue de la sensation, ça change quelque chose. Et vous avez du coup des campagnes de pub, là, genre Do you inhale ? Est-ce que vous avalez la fumée, c'est ça ? Avec des suggestions sexuelles extrêmement fortes. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais en tout cas, c'est lu par beaucoup de gens qui étudient la pub de l'époque. Cette affiche-là, c'est essentiellement une accroche sexuelle. Voilà. Bon. Et ça, everybody's doing it. Bon, si vous parlez un peu anglais, le doing it, c'est pas forcément que avaler la fumée. Donc voilà, ça joue vraiment sur ce registre-là. De rendre le produit sexy. C'est vraiment ça, rendre le produit sexy. Et en particulier, faire avaler la fumée aux gens. Et ça devient effectivement une pratique très répandue à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Vous avez tous en tête, pour la cigarette aussi, ce genre de... Il y a toute une imagerie qui
qui est dans la culture. Hein. Bon, Freibergart et Lorraine Bacall ici, là aussi il y a beaucoup de tensions sexuelles dans cette photo et les cinéastes vont jouer sur ça. Hein. Là, elle est en train d'allumer sa cigarette. Bon, bref, je ne fais pas de dessin. Voilà. Bon. Et vous avez plusieurs acteurs, vous avez des sportifs aussi hein, qui vont être payés par les industries du tabac pour fumer dans les films, en public, pendant les représentations sportives, etc. Hein. L'image est importante. Est-ce qu'ils savaient qu'il y avait ce côté addictif, les industries ? Oui, alors je poserai tout à l'heure la question de qui savait quoi, mais essentiellement la réponse est oui. Les gens savaient que c'était addictif et savaient que ça rendait les gens malades, voire ça les tuait. Plusieurs des acteurs hein, et des gens qui ont été effectivement payés par l'industrie du tabac sont morts de cancer du poumon. Hein. C'est triste, hein, mais bon. Voilà. Et ils ont été même, ça viendra, je vais parler du doute juste après, du doute scientifique, mais beaucoup de médecins ont été mis en scène aussi, certains payés, mais en tout cas mis en scène. Vous voyez ici une pub pour, ici c'est toujours les camels, avec un docteur avec sa cigarette, une patiente avec un cigarette, et ben voilà, les docteurs, ils fument plutôt des camels que d'autres cigarettes. Sous-entendu parce que les docteurs savent bien ce qui est bon pour la santé de tout le monde, et donc si les docteurs le font, c'est qu'ils n'ont pas peur, faites-le aussi, quoi. Ça, si ça vous intéresse, vous cherchez sur Internet un publicité cigarette années 30, 40, 50, 60, vous allez en trouver mais vraiment une tonne. Hein. Et on tombe de haut, enfin, on voit des choses, on se dit non mais c'est pas possible de faire des pubs pareilles, bah si, tout est possible. Alors je vais entrer dans le vif du sujet quand même de l'épistémologie, parce que c'est quand même ça qui m'intéresse ici, et je vais vous parler de deux livres qui me semblent importants. Prenez pas peur sur le deuxième. Le premier s'appelle Les Marchands de doute. C'est, à mon avis, s'il y en a qu'un vers lequel vous devez vous tourner, c'est celui-là, et je vous invite vraiment, vraiment à le lire. Hein. C'est une traduction en français. Les Marchands de doute, donc c'est de là que j'ai tiré le titre du cours d'aujourd'hui. Il se pose la question de comment est-ce que les industries ont manipulé la notion de doute, notamment ceux du tabac, ceux aussi de l'industrie pétrolière, ceux des pesticides. Donc il y a différents cas comme ça qui sont évoqués. Ce sont des gens qui ont fait un travail d'historien des sciences avec des sources précises, etc. Donc voilà. Et celui-là qui est très particulier, ce livre. Alors, la couverture est très agressive, le titre est très agressif, Golden Holocaust. Là, il ne prend pas de demi-mesure. Hein. Et donc, c'est fait par Robert Proctor, et il est très paradoxal, ce livre. Il est extrêmement bien renseigné. Je vous donnerai tout à l'heure une des sources importantes qu'on peut trouver sur la biblio liée à ça, et lui s'en est beaucoup inspiré, enfin l'a beaucoup étudié, mais cet ouvrage-là, il a d'une part un aspect historique énorme, tout est documenté, ça parle vraiment depuis le début de l'industrie du tabac jusqu'à aujourd'hui des choses qui ont été dites, faites, contredites, contrefaites. Et par ailleurs, il est aussi très agressif dans le propos. Lui, clairement, pour lui, c'est un holocauste. La cigarette doit être interdite. C'est un meurtre que font les gouvernements que de vendre des cigarettes. Donc c'est le point de vue qu'il expose là-dedans. Et c'est un petit peu dommage, on va dire. Moi, j'ai trouvé ça dommage, en tout cas en le lisant, de voir dans cet ouvrage irréprochable par ailleurs trop de lui-même, en fait. Ça, on se dit, bah mince, il est peut-être pas hyper objectif. Je pense qu'il l'est. Hein. Je pense qu'il est objectif, mais je pense que son ouvrage aurait gagné à ce qu'il mette un petit peu de sa colère de côté dans ce livre-là, en tout cas. Après, j'ai l'air du coup de vous déconseiller de lire, pas du tout. Hein. Il est traduit en français, il existe en français ce livre. C'est pas une lecture forcément facile. Hein. C'est à l'image de la couverture. Et alors, première offensive, on va dire, du point de vue de la science. Dans les années 30, des chercheurs, des scientifiques, des médecins commencent à se poser des questions de la nocivité potentielle de la cigarette. On commence à avoir quelques cas de cancer. Et voilà, il met Angel Ruffo, ici, qui est un médecin et chercheur argentin, fait des expériences sur des lapins, notamment, enfin sur des animaux. Il extrait du goudron à partir de feuilles de tabac, ainsi que de fumée de cigarette. Il applique sur la peau de lapin et de souris de laboratoire ce produit de manière répétée et prolongée, et il observe effectivement le développement de tumeurs au bout de plusieurs mois.
Et il compare le taux d'apparition de tumeurs entre les animaux qui ont été exposés et ceux qui l'ont pas été. Bon. Et par ailleurs, il ne fait pas que ça, ce n'est pas que de l'expérimentation animale dans ce sens-là, mais aussi il étudie de manière chimique les substances que contient le goudron de tabac et il identifie des substances qui sont connues pour être cancérogènes par ailleurs, notamment ici le benzopyrène. Voilà. Première réaction à ce type d'expérience, donc là qui met quand même un pavé dans la mare de l'industrie du tabac. Première réaction, c'est ok, mais quel fumeur va aller se mettre du goudron sur les oreilles, quoi? Ok, des lapins, on prend des lapins, on leur met sur les oreilles du goudron, ils attrapent le cancer de l'oreille. And so what? Enfin, c'est pas ça qui se passe du tout dans la réalité. Les fumeurs, ils n'ont pas du tout la même quantité de goudron dans les poumons que ce qu'on met sur les oreilles des lapins ici. Donc, ces expériences seraient beaucoup trop excessives. En tout cas, c'est ce que essayent de prétendre les spécialistes de l'industrie du tabac. Cet élément, il est un peu perturbé, on va dire. Les recherches sont aussi perturbées par quelque chose d'effectivement troublant. C'est que dans l'Allemagne nazie, des chercheurs mettent en évidence le danger sanitaire de la cigarette. Hitler lui-même est fortement opposé au tabagisme et va s'opposer effectivement au fait que les gens fument dans l'armée, dans son entourage en tout cas certainement. Il interdisait formellement ça et il faisait aussi la chasse aux industriels du tabac. Et évidemment, ça va desservir la cause des opposants au tabac. Aller sortir dans les années 50 une étude faite par les nazis, vous imaginez bien que c'est très peu entendable. Hein. Il se trouve que sur ce coup-là, ça n'a rien à voir avec le fait que c'était des nazis. Il se trouve que sur ce coup-là, les chercheurs avaient effectivement raison. Ils ont mis en évidence un risque sanitaire réel, mais ça n'aura joué absolument, quasiment aucun rôle dans la suite de l'histoire. On l'a déjà vu, lui, Charles Kettering, donc le gars de tout à l'heure avec l'essence au plomb, là. Donc on retrouve ici dans cette histoire-là, une fois qu'il a quitté le centre recherche de General Motors, là, dans les années 40, juste après la guerre, en fait, il est ambigu ce personnage, hein, parce qu'effectivement, il avait soutenu le plomb, etc. Mais il va ensuite créer cet institut qui s'appelle Sloan Kettering. Donc Kettering, c'est lui, Sloan, c'est une autre personne. Un institut qui est vraiment dédié à la recherche médicale, mais la vraie, c'est-à-dire essayer de déterminer les causes du cancer, etc. Alors je ne sais pas si c'est découvert à ce moment-là une âme charitable ou si quelque chose qui était déjà là, mais en tout cas, de manière ouverte, honnête, etc., il va effectivement contribuer à la recherche médicale. Et cet institut va avoir des financements importants, hein, notamment il est financé par les instituts fédéraux de recherche aux États-Unis, par des dons philanthropiques et des fondations privées, des levées de fonds et des dons de particuliers, avec des contrats avec l'industrie pharmaceutique et avec les fondations de lutte contre le cancer. Vous voyez que ne figure pas là-dedans l'industrie du tabac, par exemple. Hein. Donc cet institut, il est indépendant de l'industrie du tabac. Ça va avoir un rôle important pour ce que je vais raconter juste après. Parce que les chercheurs de cet institut, quelques années après, 1853, publient les résultats d'une étude qui montre l'effet cancérigène du goudron étalé sur de la peau de souris. Ça vous rappelle quelque chose? Bon, c'est celle de 20 ans plus tôt, là, ou 15 ans plus tôt, qu'effectivement sont refaites dans d'autres conditions, de manière plus importante, certainement mieux contrôlée, etc. Mais en tout cas, c'est confirmé. Le mettre du goudron sur la peau de souris, ça a un effet cancérigène. Et contrairement aux années 1930, en 1953, ça va avoir beaucoup de publicité, cette découverte-là, notamment parce que c'est cet institut-là qui a des moyens de communication importants et qui peut effectivement contacter la presse, les médias, etc. et dire, ben voilà, on a quand même un effet potentiel du tabac extrêmement nocif. Réaction immédiate de la part de l'industrie du tabac. Immédiate, c'est-à-dire à quelques semaines, mois près. Hein. À quelques mois après ça, quatre grands fabricants de cigarettes font appel à une entreprise de relations publiques, Hill & Knowlton, qui existe encore aujourd'hui. Hein. Donc, leur but, c'est de communiquer, de faire passer des messages au monde, donc de mettre de l'argent, de faire du lobbying, etc. Donc les fabricants de cigarettes font appel à cette entreprise et le message qui est passé au cours de... Donc il y a une réunion notamment célèbre entre ces quatre fabricants et les gens de Hill & Knowlton. Le message final, c'est votre mission à Hill & Knowlton, c'est de faire passer le message que le doute scientifique doit perdurer. Donc
il y a des études ici qui sont faites. Il ne s'agit pas de dire que ces études sont fausses. Il s'agit de dire qu'elles ne sont pas scientifiquement probantes. Il y a un doute. Toute science a un doute. Les scientifiques sont toujours en train de revenir en arrière sur des trucs, dire on croyait que, maintenant on ne croit plus parce que les choses ont avancé. Et ils vont vraiment s'appuyer sur cette notion de doute. Et ça va marcher. On va voir comment. Déjà, création d'un institut qui s'appelle Tobacco Industry Research Committee, dont le but est de faire de la recherche scientifique. Donc ça paraît bien. On va voir pourquoi, effectivement, c'est pas aussi bien que ça peut en avoir l'air. Alors, n'essayez pas de lire ça. Ça, c'est je vais vous en montrer quelques bouts après. A frank statement to cigarette smokers. Donc, la première action de ces gens-là, après que ce comité a été fait, c'est de publier et de diffuser de manière très large un appel à la population des fumeurs pour leur expliquer voilà qui on est, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on vous a dit, et voilà en fait pourquoi ce qu'on vous a dit c'est peut-être pas vrai, vous pouvez continuer à fumer, on s'en occupe, s'il y a un problème sanitaire, c'est nous qui allons le gérer. On va lire ensemble la partie qui est ici, et le reste c'est juste les signataires, et on va du coup le lire en entier. Je pense que c'est assez intéressant de le faire, et on ne va pas le lire en anglais, je vous mets ici une traduction. Donc là, c'est ce que pouvaient lire les gens dans les journaux, dans les magazines. De récents rapports sur des expériences avec des souris ont largement fait connaître une théorie selon laquelle le tabagisme serait, d'une manière ou d'une autre, lié au cancer du poumon chez l'homme. Donc ça, c'est une référence directe à ce que je viens de vous montrer, avec des mots, vous imaginez bien Hill et Knowlton, des gens dont le métier c'est de communiquer, tous les mots sont pesés. Différents rapports ont fait connaître une théorie, selon laquelle il y a un peu l'idée que, c'est une théorie, ça a différents sens dans différents domaines, mais là, c'est plutôt, il y a la notion de doute. Le tabagisme serait conditionnel, d'une manière ou d'une autre, lié au... Voilà. Bon. Bien que mené par des médecins de renom, donc là, il ne s'agit pas du tout de renier les travaux, bien que menés par des médecins de renom, ces expériences ne sont pas considérées comme concluantes dans le domaine de la recherche sur le cancer. Cependant, nous ne pensons pas que des recherches médicales sérieuses, même si leurs résultats sont non concluants, devraient être ignorées ou rejetées à la légère. Elle est tordue, cette phrase. Donc, ok, des médecins ont eu des résultats, on n'est pas d'accord, on ne dit pas que c'est des gros débiles et qu'ils ont fait n'importe quoi, mais on pense qu'il faut aller plus loin. Dans le même temps, nous estimons qu'il est dans l'intérêt du public de signaler que d'éminents médecins et scientifiques ont publiquement remis en question l'importance attribuée à ces expériences. Et ça, c'est vrai. Je vais vous en parler après, je vais vous montrer des scientifiques qui, effectivement, ont émis des doutes sur les résultats précédents pour des raisons méthodologiques. C'est ça qui va nous amener au cœur de l'épistémologie. Les autorités de renom soulignent que la recherche médicale des dernières années indique de nombreuses autres causes possibles de cancer du poumon. Là, je m'arrête là. Arrêtez-vous avec moi ici. La recherche médicale des dernières années indique de nombreuses autres possibles causes de cancer du poumon. C'est ça un des rôles importants que va jouer le comité des industriels là. Ils mettent en place un comité industriel de recherche médicale en se disant que plus on cherche des causes du cancer du poumon, plus on va en trouver. Et plus il y en aura qui ne seront pas dues au tabac, qui seront dues à l'exposition à d'autres corps, à l'eau qu'on boit, j'en sais rien, moi, à la façon dont on vit, etc. Donc le but, il est vraiment là, d'instiller le doute en disant, mais là, il y a plein de gens qui ont le cancer du poumon, en particulier des gens qui vont se plaindre au sens juridique, qui vont porter plainte. Il faut pouvoir se défendre et pouvoir dire, toi, un tel, tu as le cancer du poumon, certes, tu fumes, mais tu as aussi bu de la badoie, quoi. Alors pardon, je couperai, j'en sais rien, je ne dis pas que badoie ça donne le cancer, mais vous voyez, un élément environnemental dont on aurait montré qu'effectivement, celui-là aussi est potentiellement cause de cancer. Plus on cherche des causes, plus on risque effectivement d'en trouver. C'est ça, une partie de la stratégie de l'industrie du tabac. Je reviens ici. Il n'y a pas de consensus parmi les experts sur ce qui est la cause. Il n'y a aucune preuve que le tabagisme est l'une des causes. Ça, c'est le truc important. J'y reviens tout de suite après. Que les statistiques prétendant lier le tabagisme au cancer pourraient tout aussi bien s'appliquer à de nombreux autres aspects de la vie moderne. En fait, la validité même de ces statistiques est remise en question par de nombreux scientifiques. Nous considérons que l'intérêt pour la santé des gens est une responsabilité fondamentale, primordiale par rapport à toute autre considération de notre activité. Nous croyons que les produits que nous fabriquons ne nuisent pas à la santé. Merci de le croire ou de faire semblant de le croire. Nous avons toujours coopéré et continuerons toujours à coopérer étroitement avec ceux dont la mission est de protéger la santé publique. Ça, on a mis en place un comité qui va étudier le cancer du poumon.
Et voilà la deuxième partie. Depuis plus de 300 ans, le tabac a apporté réconfort, relaxation et plaisir à l'humanité. À un moment ou à un autre, au cours de ces années, les critiques l'ont rendu responsable de pratiquement toutes les maladies du corps humain. Une à une, ces accusations ont été abandonnées, faute de preuves. Indépendamment de l'historique passé, le fait que le tabagisme soit aujourd'hui même soupçonné d'être la cause d'une maladie grave est pour nous une source de vive préoccupation. De nombreuses personnes nous ont demandé ce que nous faisons pour répondre à l'inquiétude du public suscitée par les récents rapports. Voilà la réponse. Nous nous engageons à apporter aide et assistance aux efforts de recherche concernant tous les aspects de l'utilisation du tabac et de la santé. Cette aide financière commune viendra bien entendu au complément des contributions déjà fournies par les entreprises individuelles. Donc ça, c'est leur comité qui va donner de l'argent. Dans ce but, nous constituons un groupe commun à l'industrie, composé dans un premier temps des signataires ci-dessous. Ce groupe sera connu sous le nom de Comité de recherche de l'industrie du tabac. À la tête des activités de recherche du comité sera placé un scientifique d'une intégrité irréprochable et de renommée nationale. De plus, un comité consultatif de scientifiques sans lien avec l'industrie du tabac sera constitué. Un groupe de personnalités distinguées des domaines de la médecine, de la science et de l'éducation sera invité à faire partie de ce comité. Ces scientifiques conseilleront le comité sur ses activités de recherche. Bon, ça semble une bonne initiative, effectivement, on voit, enfin, ils vont dans le bon sens. Si on lit que ça, effectivement, ils prennent le sujet au sérieux, ils ont des doutes épistémologiques qui sont partagés par d'autres scientifiques, je vais en parler tout de suite après, et ils disent qu'ils vont effectivement faire ce qu'il faut pour suivre de près le dossier. Alors, ces questions épistémologiques, elles sont assez complexes. Comment est-ce qu'on peut savoir, vraiment savoir si le tabagisme induit le cancer du poumon ? C'est une question compliquée. Il y a plusieurs pistes qui ont été suivies dans l'histoire et qui continuent à l'être. D'abord, il y a l'expérimentation animale. On expose des animaux au tabac ou à la fumée dans des proportions plus grandes que les humains pour que ça aille plus vite. Et aussi parce que le métabolisme des petits animaux étant plus rapide que celui des humains, on peut comme ça avoir des maladies qui apparaissent plus rapidement. Je ne parlerai pas du tout ici de l'éthique d'utiliser des animaux. C'est une question qui se pose. Encore une fois, là, je m'attache sur ce qui a été fait. Donc, il y a l'expérimentation animale, l'épidémiologie, rétrospective ou prospective, ça, je vais en parler tout à l'heure, donc je n'en dis pas plus que ça. Ce qu'on appelle la pathologie clinique, c'est-à-dire on étudie de façon microscopique des cellules, cette fois-ci, qui ont été exposées à la fumée. On regarde qu'est-ce que ça change au point de vue physiologique. Est-ce que la cellule continue de fonctionner ? Est-ce qu'elle est rabougrie ? Est-ce qu'il lui arrive des trucs ? Et une analyse chimique, c'est-à-dire isoler des substances dans la fumée de cigarettes dont on sait par ailleurs qu'elles sont cancérigènes ou qu'elles posent un problème. Je ne sais pas, par exemple l'arsenic. Il y a de l'arsenic dans la fumée de cigarette. On savait depuis longtemps que l'arsenic était poison. Le fait de détecter de l'arsenic dans la fumée de cigarette, ça indique que probablement ce n'est pas anodin, inoffensif d'en fumer. Alors sur ces points-là, c'est ceux-là qui sont le plus épineux et c'est ceux-là sur lesquels va jouer l'industrie du tabac en fait. L'épidémiologie est centrée sur des questions du type « Quelle est la probabilité qu'un fumeur attrape un cancer ?» Alors, plus précisément, la question qu'on se pose, c'est quelle est la probabilité qu'un fumeur ait davantage de chances d'attraper le cancer qu'un non-fumeur ? Et de manière un peu plus formelle, on peut l'écrire de cette manière-là. Quelle est la probabilité qu'un patient, une personne attrape le cancer, sachant qu'elle est fumeur ? Et comment ça se compare à la probabilité que quelqu'un attrape le cancer, sachant que cette personne est non-fumeur ? Alors fumeur ici, ça veut dire au sens que quelqu'un a une histoire d'avoir fumé pendant un certain nombre d'années. Bon. Et la question que se posent les épidémiologues, c'est est-ce que le premier est plus grand que le deuxième ? Si oui, ça veut dire que effectivement, le fait de fumer augmente les chances d'attraper le cancer. Bon. Et alors pour faire ça, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a deux grandes voies, on va dire, épidémiologiques. Une qui s'appuie sur des études rétrospectives. C'est-à-dire qu'on interroge des gens qui sont atteints du cancer, des gens qui sont malades, et on leur demande est-ce qu'ils ont fumé, est-ce qu'ils sont fumeurs, combien de temps ils ont fumé, depuis combien de temps ils fument, combien ils ont fumé, est-ce qu'ils avalent la fumée de cigarette, etc. Donc on interroge des gens qui sont malades, et ça, on peut montrer qu'effectivement, ça peut donner des indications sur la relation entre les deux probabilités qui sont au-dessus.
Alors, c'est une méthode qui donne des informations, effectivement, qui n'est pas la favorite des épidémiologues. Souvent, c'est quand même la plus simple à mettre en œuvre, mais elle est soumise à quelques problèmes, notamment ce qu'on appelle le biais de rappel. Le biais de rappel, c'est le fait que quand on demande à quelqu'un qui est malade, on lui pose des questions sur ses habitudes passées, les réponses peuvent être biaisées. En fait, on sait que souvent, elles sont biaisées. Par exemple, là, en ce qui concerne le tabagisme et le cancer du poumon, les gens qui ont le cancer du poumon peuvent avoir tendance à surestimer leur consommation passée de cigarettes, peut-être pour des raisons psychologiques, pour peut-être se trouver une raison pour laquelle ils ont attrapé le cancer, etc. Enfin bref, là du coup on sort du domaine. Je ne veux pas tellement donner de raison, mais c'est un fait qui est observé, ce biais de rappel. Donc ces études rétrospectives, elles sont un peu plus faciles à mettre en œuvre parce que ce sont des enquêtes faites dans les hôpitaux où on interroge les malades. Mais quand c'est possible et quand il y a les moyens, une deuxième voie est explorée, ça s'appelle les études prospectives, où là, on suit des cohortes de personnes qui sont fumeurs ou pas, il y a les deux, et on les suit pendant des années sur leurs habitudes de consommation de tabac. Les gens peuvent se mettre à fumer, peuvent arrêter de fumer, etc., fumer de plus en plus ou de moins en moins, et en parallèle de ça, du suivi de leur consommation de tabac, on suit leur état de santé. Et parmi tous ces gens-là, et au fil des années, eh ben, on étudie comment est-ce que l'apparition du cancer du poumon est corrélée aux habitudes de tabac. Et là, le biais de rappel, il n'est pas présent, puisqu'on suit quasiment en direct la façon dont les gens fument ou pas. Et voilà, donc ça, c'est les études prospectives. Les deux types d'études dont je viens de parler là, en fait, ne vont pas vraiment mettre en évidence des causes, notamment du cancer du poumon, et ça va vraiment être un problème, ça va être au cœur des polémiques sur le lien entre cancer du poumon et tabagisme. C'est-à-dire que ça s'appuie, ces deux types d'études, sur des corrélations. C'est-à-dire qu'on étudie le fait que l'apparition du cancer du poumon soit corrélée à la consommation de tabac. Mais ça ne veut pas forcément dire que l'un est causé par l'autre. Je vais y revenir tout de suite après. Et ça, on ne va pas le lire, mais je vous donne juste l'existence de cet article. Ça donne naissance dans les années 1950 à vraiment des débats de spécialistes, de médecins. L'industrie du tabac n'a rien à voir là-dedans. Des statisticiens, des scientifiques et des médecins qui se sont vraiment battus autour de ces questions sur quelle serait vraiment la vraie approche pour montrer que le cancer est causé par le tabac. S'apercevoir que l'apparition du cancer du poumon est concomitante au fait de fumer. Ça ne veut pas dire que l'un est la cause de l'autre, en fait, pas du tout. Hein. On pourrait très bien imaginer qu'il y a un facteur au-dessus qui fasse que les gens soient plus enclins à fumer et plus enclins à avoir le cancer du poumon. Et c'est pas tiré par les cheveux. Hein. Donc, y a des scientifiques qui sont... alors je pense que je le montrerai pas, mais vous avez des articles de scientifiques qui étaient opposés aux résultats qui montraient que la cigarette induisait le cancer du poumon, qui disent un des facteurs comme ça qui pourrait être un facteur commun au tabagisme et au cancer du poumon, ça pourrait être que les gens qui ont un cancer du poumon, qui vont attraper un cancer du poumon, ils sont peut-être plus fragiles des poumons et ils vont avoir des petites douleurs au poumon avant leur cancer. Des petites lésions. Le cancer, en fait, il vient sur des lésions qui sont déjà faites. Or, fumer, il est bien connu que ça, dans un premier temps, ça soulage les douleurs. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que dit le scientifique. Donc, on peut imaginer que les gens qui, effectivement, ont des petites douleurs au poumon, des petites lésions, vont se mettre plus à fumer que d'autres parce que ça les soulage de cette douleur. Et du coup, on se retrouve à la fin à des gens qui sont fumeurs et qui ont le cancer du poumon. Mais l'un n'est pas causé par l'autre. Ce qui est, d'une manière vraiment épistémologique, encore une fois, vrai. Il n'y a pas de preuve. C'est pas parce que tous ceux qui ont le cancer du poumon sont fumeurs que, effectivement, ça prouve que l'un est cause de l'autre. Et alors là, je vous lis ce Ronald Fisher, là. C'est une des personnes qui a vraiment été opposée au fait que... Enfin, lui pensait qu'on n'avait pas du tout montré que la cigarette est la cause du cancer du poumon. Dans cet article-là, qui date de 1958, qu'on peut trouver sur le net, qui est vraiment remarquable, qui se lit très bien, même par des non-spécialistes. Et voilà un des passages que j'ai voulu vous montrer.
les progrès ont été faits durant les 25 dernières années sur les questions épistémologiques. Une grande part du monde éduqué, au moins dans le domaine des statistiques, est devenu conscient du fait qu'en prenant certaines précautions, on peut obtenir des conclusions absolument qu'on ne peut pas remettre en question, voilà, et on peut les obtenir de façon expérimentale. Ce travail a été fait principalement en agriculture, où les problèmes d'expérimentation ont attiré l'attention de grands agronomes depuis longtemps. Les mots-clés qui ont émergé au cours de ces enquêtes, de ces études, c'est réplication, randomisation et contrôle. Et ça, c'est depuis largement compris. Et alors, je veux ici insister sur le mot randomisation. L'idée qu'il a, Fisher, et qui est encore une fois épistémologiquement tout à fait correcte, c'est la suivante. C'est de dire, si on a un facteur commun, ici, on a un facteur commun qui fait que les gens fument et que par ailleurs les gens ont cancer du poumon. Pour séparer ces deux effets-là, ce qu'il faut, c'est faire une étude où, par avance, on construit deux groupes de manière complètement aléatoire. On en tire un dé, hein. Toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche, toi de gauche à droite. Paf. On fait deux groupes sur une base aléatoire. Ces deux groupes-là, pour un médicament, ça serait, lui on le soumet à un vrai médicament, lui on le soumet à un faux médicament, un placebo, et on étudie l'effet du médicament sur les deux populations. Et là, tout ce qui est le fait que cette personne prenne le médicament, c'est pas dû à une autre cause qui est liée à quoi que ce soit, à la maladie ou quoi, c'est juste le fait qu'il a été tiré au sort pour aller en A, alors que lui a été tiré au sort pour aller en B. Dans le monde de la cigarette, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que vous prenez des gens de 15 ans, toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche, poum, on fait des populations. Vous, maintenant, vous allez fumer comme des pompiers pendant 10 ans, et vous, jamais de la vie, vous allez fumer pendant toute votre vie. Du point de vue épistémologique, c'est ça qui, selon Fisher, serait la bonne solution. Et au bout d'un certain nombre d'années, on étudierait effectivement les taux de cancer dans les deux populations, et là, on arriverait à une solution, on arriverait à prouver quelque chose. Le mot preuve, il a apparu tout à l'heure, il est vraiment au cœur de ces débats-là. Ce que je viens de dire là, évidemment, c'est pas fait. Personne ne fait ça pour des raisons éthiques évidentes. Et donc, ça veut dire que si on suit dans cette radicalité-là, Ronald Fisher et d'autres, effectivement, on n'a pas prouvé que le cancer du poumon était dû au tabac. L'industrie du tabac a raison sur ce point-là. Après, est-ce que ça veut dire que tout le reste s'ensuit ? Est-ce que ça veut dire qu'on continue quand même, avec un certain doute qui subsiste, à faire fumer les gens, à vendre des cigarettes, etc. ? Toute la question, elle est là, en fait. Et ça, c'est pas que la cigarette, c'est toute la recherche médicale qui est basée sur une épistémologie qui est vraiment de type très différente de celle qu'on peut avoir en physique, en chimie, ou voilà. Est-ce qu'on veut savoir si l'électron il est chargé ? On le soumet à un champ électrique, on fait ça 12 milliards de fois, oui, ça marche toujours. Ok, la réponse est oui. Alors, ce qui va se passer après la création, donc j'ai fait cet aparté d'épistémologie là, j'en reviens à cette création du comité sur la recherche du tabac en 1953. Ils vont vraiment pas rester inactifs, ils vont organiser tout un tas de débats contradictoires dans les grands médias, c'est-à-dire de dire il y a un doute scientifique, un doute subsiste, donc quand il y a un doute, qu'est-ce qu'on fait ? On met les gens en débat, les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, on les fait parler, puis on regarde qui est le plus convaincant. C'est ça qu'ils font. Et donc vous imaginez bien qu'ils vont aller mettre dans des débats contradictoires, quand je dis ils, c'est ces gens-là, ils vont aller mettre des experts du monde scientifique irréprochables qui sont persuadés que non, les études montrant que le cancer est dû à la cigarette ne sont pas valables. Par exemple, le Fisher de tout à l'heure là. Des gens comme ça, il y en a. Ce n'est pas des gens qui sont vendus forcément à l'industrie du tabac. Ce sont vraiment des vrais scientifiques qui pensent pour des raisons valides scientifiquement qu'il faut mettre un bémol au fait qu'on a prouvé que. Après, les questions se posent, est-ce qu'il faut être aussi radical que ça dans la scientificité, c'est une vraie question. Donc il y a des débats contradictoires qui vont être faits, des grandes campagnes de communication aussi, de publicité dans les journaux, du lobbying auprès des politiques, donc des lobbying des gens dont le métier c'est de donner de l'argent à des groupes de soutien politique, même à des hommes politiques eux-mêmes, etc. Alors ça va marcher jusqu'à un certain point. Pendant une dizaine d'années, il ne va pas spécialement se passer grand-chose. Du point de vue, il ne va pas y avoir d'interdiction de cigarettes ou quoi que ce soit. Ça se vend très bien, ça se vend même de mieux en mieux. En 1964, là par contre, on commence les études, disons, montrant
Les études qui suggèrent qu'effectivement la cigarette peut causer le cancer du poumon se multiplient et ça devient vraiment de l'ordre de la mauvaise foi de penser que non, c'est inoffensif de fumer. Vraiment. Et du coup, les pouvoirs publics là, se saisissent vraiment du sujet et le département de la santé publique américain, en 1964, publie un rapport. Le Surgeon General, c'est donc la personne en charge de ça, qui s'appelle Smoking and Health, donc qui résulte d'une étude faite par des scientifiques indépendants sur les risques associés au tabac. C'est sans appel, hein. Oui, c'est nocif. Fumer est nocif. On ne peut pas le prouver au sens, donc je l'ai indiqué tout à l'heure, mais tous les autres faisceaux convergent en termes de probabilité de trouver des fumeurs parmi les cancéreux, expérimentation animale, analyse chimique montrant qu'il y a des cancérigènes dans la fumée de tabac, etc. Première réaction, donc le comité de tout à l'heure enlève le mot industrie de son nom. Ça semble rien, mais il commence à ressembler à quelque chose qui est plus indépendant de l'industrie. Il essaye un peu de se blanchir d'une certaine manière. Et ils vont passer à la vitesse supérieure, ça va leur mettre quelques années quand même. Mais en 1979, là, il se passe un peu quelque chose. Ils font, on va dire, une grosse prise. Parmi les scientifiques qu'ils embauchent et qu'ils arrivent à débaucher, on va dire, débaucher, pardon, je ne vais pas employer ce mot-là. Parmi les scientifiques qu'ils arrivent à embaucher pour défendre la cause du tabac, il y a Frederick Seitz. Frederick Seitz, c'est vraiment un physicien hors pair, un physicien du solide, qui a fait beaucoup de recherches de très bonne qualité, qui a eu des prix, etc., qui a été président de l'Académie des sciences aux États-Unis pendant 7 ans, et qui a été président d'une université, une grande université, de 1968 en 1978. Au passage, il deviendra à la fin de sa vie un ardent climato-sceptique. En attendant, là, en 1979, il est effectivement enrôlé par RJR, c'est Reynolds, c'est l'entreprise de tabac là, dont j'ai parlé au tout début. Donc, lui, il est enrôlé comme expert indépendant qui effectivement connaît la science, qui sait ce qu'est une démarche scientifique et qui va pouvoir du coup critiquer les études, critiquées au sens positif, dire telle étude effectivement elle a tel défaut épistémologique, telle autre elle est correcte, etc. Bon, son point de vue à Frederick Seitz, il va être pas mal biaisé. Pourquoi est-ce qu'il se retrouve là-dedans ? Alors il y a peut-être sa personnalité qui fait qu'il était fumeur, ok. Une des raisons qui a avancé, elle est quand même, qui est souvent avancée pour expliquer le fait qu'il se retrouve avec l'industrie du tabac, c'est que l'université Rockefeller, pendant des années, a vraiment bénéficié de gros financements de la part de l'industrie du tabac. Il y a des laboratoires biomédicaux à l'université Rockefeller qui ont vraiment été inondés d'argent de la part de l'industrie du tabac. Donc il y a certainement une sorte de loyauté et de reconnaissance de la part de Seitz quand il rejoint, lorsqu'il prend sa retraite de président d'université, qui rejoint les rangs de l'industrie du tabac. Et voici. Donc un document qui vient d'une archive, je vous montrerai tout à l'heure d'où elle vient, un document qui date de 1979, le moment où Seitz là, a été recruté, où Colin Stokes, ici, qui est une des personnes de RJR, là, de Reynolds, s'adresse au board des laboratoires de recherche qu'il finance. Et donc c'est son discours en fait, c'est plus précisément la version 3 du draft du discours qu'il a fait à ce moment-là, où il indique encore une fois que Reynolds sont pas d'accord avec l'épistémologie des gens qui disent que la cigarette c'est pas bon, qui font tout pour effectivement réduire l'impact nocif des cigarettes, qui mettent beaucoup d'argent dans la recherche, etc. Et dans les mots que vous pourrez lire si vous lisez ça attentivement, voilà un paragraphe ici qui dit « Je pense qu'il est apparent que nous avons quelques affirmations irresponsables faites par des scientifiques en ce qui concerne la santé et la cigarette. Par exemple, des termes comme cause, risque et facteur ont été utilisés de manière très lâche et de manière interchangeable, donc de manière trop légère pour lui. Le mot cause ici, ce à quoi il fait référence, c'est vraiment ce dont je parlais tout à l'heure, c'est à ça. Le mot cause, effectivement, peut être parfois trop fort. C'est vrai. Et
ce qui est un peu surprenant aussi, voilà, il dit que beaucoup de scientifiques ici ont travaillé sous les restrictions du gouvernement, c'est des agences gouvernementales, des fonctionnaires qui sont payés pour faire de la recherche, et lui, il demande plus d'indépendance. Il demande des chercheurs indépendants. Alors, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais faire payer l'industrie du tabac des recherches, c'est pas ce que j'appelle vraiment de l'indépendance, quoi. Mais bon. Indépendant mais payé par des lobbyistes, c'est un peu... Oui. C'est un certain culot quand même. Culot, c'est pas mal comme mot, oui, effectivement. Je pense que dans ce contexte-là, il y a du culot là-dedans. Oui. Ils en ont, hein. Ils en ont eu. Ouais. Bon. Ce document-là, vous pourrez le regarder sur la vidéo, il est assez grand si ça vous intéresse. Son intérêt, c'est qu'il vient de... Il a été, on va dire, il est accessible depuis l'événement marquant, le dernier élément marquant de l'histoire que je veux raconter. Dans les années 90, ont eu lieu des grands procès. Les États américains ont intenté des procès contre les grandes compagnies de tabac. Le but, c'était de récupérer les coûts colossaux des soins de santé associés aux maladies liées au tabac. Parce qu'effectivement, soigner des gens qui ont le cancer ou d'autres maladies, ça coûte cher au pouvoir public, hein, c'est le cas. Et donc, ils voulaient montrer que les entreprises aussi de tabac trompaient les consommateurs sur les effets néfastes du tabac. Donc, ça a pris, les procès ont pris en 4 ans, entre 1994 et 1998. Vous imaginez bien que l'industrie du tabac avait des moyens importants à mettre en face de leurs accusateurs, hein. Ils avaient des moyens de défense importants, beaucoup d'argent pour mettre des excellents avocats, donc c'était pas un procès facile, mais en tout cas en 1998 effectivement un accord financier a été obtenu entre les États accusateurs et les industries du tabac, où essentiellement l'industrie du tabac a perdu ses procès. Alors plus particulièrement, il y a eu un accord financier, mais voilà, qui s'appelle le Master Settlement Agreement, qui s'est traduit par des amendes massives, plus de 200 milliards de dollars sur 25 ans, des restrictions sur le marketing, interdiction de cibler les jeunes sur des pubs qui font intervenir la cigarette, et la publication de millions de documents de manière libre et ouverte. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Et la dissolution de ce fameux Research Committee, là, il avait perdu son e-industry, là, mais il restait quand même, il existait encore. Et il a été dissous du coup en 1998. Cette force de frappe de l'industrie en manière de communication a disparu. Un petit mot sur 200 milliards de dollars. J'ai vu quelques yeux faire ça quand j'ai montré ça. C'est monstrueux, hein. Et se dire que l'industrie du tabac est en mesure de payer 200 milliards d'euros d'amende, ça vous indique l'ampleur des bénéfices qui sont faits par ces industries, hein. On est en train de parler de puissance monstrueuse du point de vue financier. Alors j'allais dire amusé, c'est pas le terme dans le contexte là, on va dire ça, mais j'ai fait l'exercice d'aller chercher les coûts de quelques quelques entreprises scientifiques, on va dire. Voilà, le coût de la Station spatiale internationale, tout compris, 150 milliards de dollars. Le prix du Large Hadron Collider, le LHC, qui est à Genève, là, le grand accélérateur, en gros 10 milliards de dollars à la louche. La constitution de l'Atlas du génome humain, 3 milliards de dollars, et le Cancer Genome Atlas, 0,4 milliards de dollars. Des miettes hein, par rapport à ça. Budget annuel du National Cancer Institute, 7 milliards. Ces fonds-là ont été, ces amendes-là, lors du Master Settlement Agreement dont j'ai parlé tout à l'heure, là, c'était vraiment que ça aille aux services médicaux qui sont en charge de soigner les gens malades sur des maladies dues au tabac. L'expérience a montré que ça n'a pas été le cas. Ça a été utilisé pour d'autres trucs. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs millions de documents effectivement qui avaient été mis à disposition. Ben voilà, vous avez une archive ici qui s'appelle Truth Tobacco Industry Document qui a été constituée, 14 millions de documents qui sont disponibles. Vous tapez ça sur Internet, vous tombez sur l'archive avec un outil de recherche et c'est vraiment étonnant, hein. Enfin étonnant. Vous avez tout un tas de documents, dont celui raturé que j'ai montré tout à l'heure, là, de 79, il venait de là. Bon ben voilà. Et alors personne n'a lu 14 millions de documents, donc les outils, on va dire, informatiques modernes permettent aujourd'hui d'aller explorer cette mine de documents de manière assez profonde, beaucoup plus que quand le site a été lancé en 2000. Mais en tout cas, ce que ça a permis de montrer de manière absolument
certaine, sans l'ombre d'un doute, c'est que l'industrie du tabac a créé le doute scientifique, a financé des études pour remettre en question les recherches existantes sur les dangers du tabac, il n'y a pas photo. Ils ont influé de manière active sur la réglementation en employant des lobbyistes pour affaiblir les réglementations et ont employé des techniques de marketing qui ciblaient certains groupes de manière précise. Les jeunes, les Afro-Américains, les femmes, voilà. C'est à chaque fois des campagnes ciblées pour que certains types de publics fument certains types de tabac et fument davantage. Et pour faire le point sur la fin de cette histoire, ça s'est traduit. Il y a eu des procès aussi en Europe et en fait dans le monde entier, quasiment des réglementations pour limiter le tabagisme ont été mises en vigueur. En France, il y a eu une succession de lois à partir de 91. En 91, la loi E20 interdit de fumer dans certains lieux publics, par exemple les hôpitaux et les écoles. Donc ça vous semble peut-être un autre monde, mais avant 91, vous pouviez avoir le prof qui était dans le couloir avec sa clope, en train de fumer, ou dans la salle de classe, voilà. Des élèves aussi, c'est possible. Donc ça, c'était interdit, y compris dans les bars et les restaurants. Là aussi, pour les moins jeunes d'entre vous, vous vous souvenez peut-être qu'avant cette époque-là, aller au bar le soir, ça voulait dire très probablement revenir avec des fringues qui sentaient la fumée de tabac et qu'on était obligé de mettre à laver. Enfin, je ne sais pas, il y en a qui se reconnaissent là-dedans oui, bon. Ok. Ensuite, en 2007-2008, ces deux mesures-là vont ensemble. Interdiction de fumer dans les lieux publics, comme les bureaux, les établissements de santé, transport en commun. Et ensuite, extension de cette interdiction aux bars. Alors, pardon, tout à l'heure, j'ai mis ici... j'ai parlé de l'interdiction dans les bars comme si c'était à partir de 91, mais non, c'est à partir de 2008. En 91, on pouvait encore dans les bars, et c'est après 2008 que c'était plus possible. Donc voilà, interdiction de fumer dans les lieux clos. Et d'ailleurs, pas seulement, sur les quais de gare aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de fumer par exemple. Il y a tout un tas d'endroits où, en gros, les endroits publics, on n'a pas le droit de... Il y en a qui regardent comme ça, non, vous n'avez pas le droit de fumer sur les quais de gare, c'est marqué. Et de manière plus agressive, on va dire, du point de vue de la communication, il y a une grande campagne de réglementation de l'affichage sur les paquets de cigarettes. Donc en 2001, obligation d'apposer des messages sanitaires explicites, par exemple « Fumer tue » ou « Fumer nuit gravement à la santé et à celle de votre entourage » sur les paquets de tabac. Introduction d'images choc en 2011, j'en montrerai tout à l'heure, et 2016, le paquet neutre. Donc les paquets doivent avoir toute la même présentation, la même police pour indiquer la marque, la composition, etc. Pas de fantaisie, pas de petits trucs qui peut rendre certaines cigarettes plus attrayantes que d'autres du point de vue du paquet. Ça ressemble à ça. Donc, les images chocs, c'était par exemple ça. Donc un paquet de tabac avec marqué « Fumer provoque le cancer », une photo de poumon cancéreux à côté d'un poumon sain sur un paquet de Marlboro. Et le paquet neutre, voilà, ça c'est vraiment la communication du gouvernement sur le sujet. Voilà à quoi ça peut ressembler, avec ici l'image d'un trou pour une trachéotomie, quelqu'un qui est aussi atteint du cancer du fumeur. Conclusion de tout ça, il n'y en a pas vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin à l'histoire du tabac là, il y a des mesures qui sont prises, d'autres produits que les cigarettes qui sont mis en place aujourd'hui. Est-ce que ces produits sont plus ou moins nocifs que le tabac? Ça reste à montrer, la question est probablement encore ouverte. Ça serait très étonnant que ce qui remplace le tabac aujourd'hui, enfin la cigarette, soit complètement inoffensif. C'est quand même à la base du tabac qui est dedans, donc voilà. C'est pas sur ça que je veux terminer, c'est les deux histoires que je vous ai racontées, l'essence au plomb et le tabac, qui montrent des manipulations parfois scandaleuses de la part de l'industrie, mais aussi du doute de la part des scientifiques qui sont honnêtes, qui vont, certains d'entre eux, au bout de leur raisonnement en disant ça, effectivement, ça permet d'arriver à une connaissance sûre et certaine, alors que ça, non. Et un message, à mon avis, beaucoup trop subtil par rapport à l'enjeu sanitaire qui est là, mais en tout cas, il a été ce message émis et entendu et utilisé par l'industrie du tabac. Et on le retrouve dans pas mal d'autres situations,
Alors j'aurais pu vous parler par exemple des chlorofluorocarbones, des corps qui ont été responsables de la déplétion de la couche d'ozone, où là l'histoire se finit plutôt bien, puisque ce sont des composés qui ont été interdits et qui ont conduit à un rétablissement partiel de la couche d'ozone en tout cas. Les scandales de l'amiante, où là vous avez aussi un nombre de gens qui sont morts de ça par millions, jusqu'à ce que l'amiante soit effectivement interdit. Et vous pourrez trouver pas mal d'éléments de ce que j'ai indiqué là sur la communication autour de l'amiante, le mercure dans les amalgames dentaires, les pesticides, et puis j'ai envie de parler du changement climatique aussi, où il y a des éléments qui rejoignent ça dans la communication sur le changement climatique. Le médiateur, ça peut rejoindre Oui, tout à fait, oui. Donc les scandales sanitaires, ça ne manque pas, hein. Donc effectivement, on peut en faire une liste assez impressionnante, ouais. Voilà, et donc je termine sur ça. Encore une fois, si vous vous sentez une toute petite envie d'en savoir plus, ce livre-là, il est vraiment, vraiment très bien. Je ne sais pas si on l'a ici à la BU, on pourra le faire commander sans problème, mais voilà, il est très bien écrit, encore d'actualité. Voilà. Moi, ça conclut ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ça. Ça tombe bien, il est l'heure. Donc je vous propose qu'on s'arrête là, sauf si vous avez des questions, je peux y répondre. Non, on s'arrête là ? Bon, eh ben merci pour votre attention. Bonne fin de journée.